bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet monétaire assez sensible et qui touche 15 pays africains, le franc CFA. Oui, bonjour. Et notre source principale, c'est une analyse, disons, particulièrement critique du professeur Nicolas Agbohou. Exactement. Et il avance une thèse, comment dire, assez percutante. Il suggère que les mécanismes de cette monnaie pourraient s'inspirer de pratiques datant de l'occupation nazie en France. Rien que ça. Et que ce système serait, toujours selon lui, un frein majeur au développement de ces pays. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, on va essayer de décortiquer cette perspective. On va extraire les arguments sur les origines supposées, le fonctionnement, les conséquences, et puis les solutions que l'auteur propose. Et c'est important de le souligner tout de suite, certaines affirmations, notamment sur l'origine historique, sont vraiment spécifiques à cette source. C'est une interprétation particulière. Absolument. Notre but, c'est de rapporter le plus fidèlement possible ce point de vue critique pour éclairer le débat. Sans prendre parti, bien sûr. Alors, on y va? On se lance dans l'analyse de ces mécanismes. Allons-y. Bon, alors, commençons par le diagnostic que pose ce document. Au départ, l'idée affichée de la coopération monétaire France-Afrique, c'était quoi? C'était de booster le développement, non? Oui, c'était la promesse officielle en tout cas. Mais la source, elle, conteste fortement les résultats. Ah oui, comment? Eh bien, elle s'appuie par exemple sur les classements de l'indice de développement humain, l'IDH, ceux de 1998 et 2008-2009. Et là, on voit que plusieurs pays de la zone franc, le Niger, le Burkina, le Mali, le Tchad, la Centrafrique, ils se retrouvent tout en bas du classement mondial. Loin derrière les pays développés, j'imagine. Très loin derrière, oui. Ce qui, pour l'auteur de notre source, montre que l'objectif de développement accéléré, il n'a pas vraiment été atteint, quoi. D'accord. C'est un premier point, basé sur les résultats concrets ou leur absence, mais le document va plus loin. Il s'attaque aussi aux institutions, c'est ça? La conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres. Oui. Et il soulève une question de fond, la constitutionnalité. En principe, battre monnaie, c'est un droit régalien. C'est un attribut essentiel de la souveraineté d'un État. Et souvent, c'est inscrit dans les constitutions africaines comme relevant de la loi nationale. L'auteur cite les Comores, le Mali. Exactement. Or, le franc CFA, lui, il a été créé par un décret français, en 1945. Du coup, la source pose la question, est-ce que c'est bien conforme au principe de souveraineté nationale? Et au-delà de la création, qu'en est-il du fonctionnement de ces institutions aujourd'hui selon l'analyse? C'est là un autre point central de la critique. Le document décrit une influence française qu'il juge prépondérante au sein des banques centrales. La BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, la BEAC pour l'Afrique centrale et la BCC pour les Comores. Une influence prépondérante, c'est-à-dire Par la présence d'administrateurs français dans les conseils d'administration et surtout par un droit de veto sur certaines décisions cruciales. un droit de veto. Oui, par exemple, pour modifier les statuts de la BCEAO, la source affirme qu'il faut l'unanimité. Donc l'accord des Français est indispensable. À la BAC, ce serait même la nomination du gouverneur qui nécessiterait l'agrément de la France. Ah oui, quand même. Donc l'idée ici, c'est une souveraineté limitée par les textes mêmes. C'est exactement ça, selon cette lecture. D'ailleurs, l'auteur cite Édouard Balladur qui rappelait que la monnaie, ce n'est pas technique, c'est politique. Mhm. Et il rapporte aussi des propos qui sont attribués à des chefs d'État comme Omar Bongo ou Étienne Ayadema. Il se serait senti, impuissant face à des décisions majeures. Comme la dévaluation de 1994. Précisément. Une dévaluation qui, d'après la source, a été imposée par la France malgré leur réticence. Donc l'argument, c'est que la structure même des institutions empêcherait une réelle souveraineté monétaire. D'accord. Et on en arrive maintenant au point le plus discuté, le plus spécifique de cette analyse du professeur Agbohou. L'allégation d'une origine, disons, très particulière pour les mécanismes du franc CFA. Oui, le parallèle avec certaines pratiques monétaires de l'Allemagne nazie pendant l'occupation de la France. C'est ça. C'est un point qui demande vraiment d'être précis. Absolument. Et insistons bien, c'est l'interprétation historique développée dans cette source. C'est sa lecture des faits. Tout à fait. Alors, comment construit-il cet argument? En fait, il trace des parallèles sur trois aspects principaux. Le premier, c'est le taux de change. Il compare le mark allemand de l'époque, qui était surévalué à 20 francs français. Oui, Selon un auteur cité, René Sédillot, c'était pour piller l'économie française.
Et Agboou compare ça à la parité fixe du CFA avec le franc, puis l'euro. Une parité qu'il juge, lui aussi, structurellement désavantageuse pour l'Afrique. D'accord. Premier parallèle, ok. Taux de change surévalué dans les deux cas, selon lui. Et les autres? Deuxième point, les monnaies d'occupation elles-mêmes. L'auteur rapproche les Reichskreditkassen, ces caisses nazies qui émettaient une monnaie spéciale pour les territoires occupés, et le franc CFA. Pourquoi ce rapprochement? Parce que les billets de CFA sont historiquement imprimés en France. À Chamalières, c'est mentionné explicitement, pas par une autorité purement africaine. Et ça, pour l'auteur, ça rappelle une logique de monnaie émise par une puissance extérieure, comme pour les monnaies d'occupation. Je vois la logique du parallèle, même s'il est audacieux. Et le troisième point? Qui semble être au cœur de son raisonnement, hein. Oui, c'est le système de compensation, le fameux clearing. Le document explique comment, sous l'occupation, l'Allemagne nazie a mis en place un système où la France devait payer elle-même ses exportations vers l'Allemagne. Comment ça? Payer elle-même? Ben, les paiements allemands étaient faits sur un compte spécial à Berlin, en marks. Mais ces marks étaient quasiment inutilisables par la France. Donc en gros, la France avançait l'argent. L'auteur cite d'ailleurs des responsables de l'époque, comme Pierre Catala ou l'ambassadeur allemand Emen, qui décrivent ce mécanisme. D'accord. Et le lien avec le CFA? Eh bien, c'est ce mécanisme précis du clearing de l'occupation que la source présente comme l'ancêtre direct, le modèle technique du système des comptes d'opération du franc CFA. Donc, pour être bien clair, l'argument choc de la source, c'est le cœur financier du système CFA, le compte d'opération, où les pays africains déposent leurs réserves, serait inspiré d'une technique utilisée par les nazis pour exploiter la France occupée. C'est exactement ça. C'est l'interprétation historique très forte qui est défendue dans ce document. Pour appuyer l'idée de guerre monétaire, il mentionne aussi l'opération Bernhardt, la falsification de livres sterling par les nazis, Oui. ou encore un plan qu'aurait eu Focard pour déstabiliser la monnaie guinéenne après l'indépendance en citant Constantin Melnik. Tout ça pour dire, attention, la monnaie, ça peut être une arme. Ok, c'est un point. Dense et, répétons-le, très controversé et spécifique à cette source. Il faut une certaine gymnastique intellectuelle pour suivre ce parallèle historique, mais il est essentiel pour comprendre la radicalité de la critique. Passons maintenant aux 4 grands principes qui, d'après cette analyse, régissent la zone franc. Oui, les 4 piliers du système. Commençons par le premier, la fixité des parités. Le CFA est arrimé à l'euro à un taux fixe. C'est ça. Avant, c'était au franc français, une monnaie qui, rappelle la source, a connu pas mal de dévaluations au XXe siècle. L'argument principal ici, c'est que cet arrimage à un euro souvent fort, ça entraîne une surévaluation du CFA. Ce qui veut dire, Les produits africains deviennent plus chers à exporter, donc moins compétitifs sur le marché mondial. Et en plus, quand ils exportent et sont payés en dollars, par exemple, eh bien en convertissant ces dollars en CFA via l'euro-fort, ils perdent une partie de la valeur. d'accord, il y a des exemples concrets dans la source lue. Oui, un exemple chiffré est donné, et une ONG suisse, Helvetas, est citée. Elle parlait d'une perte de valeur allant jusqu'à 40% pour le coton bio exporté à cause de ce taux de change. Quand même. Une monnaie trop forte qui freine les exportations, c'est l'idée. Quelles autres conséquences cette fixité aurait-elle? Elle imposerait une discipline budgétaire très, très stricte. L'analyse utilise même une citation de Jacques de la Rosière, l'ancien patron du FMI, qui parle d'austérité suicidaire. Pourquoi suicidaire? Parce que pour défendre cette parité fixe, les États seraient obligés de couper dans leurs dépenses publiques. Moins d'investissements, moins de services publics, ce qui freinerait le développement. Et ça crée aussi un risque de dévaluation future, in fine. Oui, la source suggère que ce système rend les dévaluations presque inévitables et toujours très douloureuses. Elle cite d'ailleurs Pierre Messmer ou Vincent Bolloré qui allaient dans ce sens. L'analyse compare aussi ce régime fixe à la flexibilité de monnaies asiatiques, comme le won coréen ou le dong vietnamien, qui a mieux accompagné leur développement selon elle. Et ça détournerait le commerce. Oui, ça orienterait le commerce des pays africains vers l'Europe, au détriment du commerce entre pays africains. Lionel Jospin est même cité sur ce point. Et paradoxalement, si l'euro venait à faiblir fortement, ça pourrait aggraver la dette des pays africains, qui est souvent libellée en dollars. C'est une critique assez complète des effets de cette parité fixe. Bon, ça c'était le premier principe. Le deuxième concerne la gestion des réserves, les fameux comptes d'opération. On en a parlé avec l'analogie historique.
Comment ça marche exactement et pourquoi c'est si critiqué? Alors, ce mécanisme oblige les banques centrales africaines, la BCAO et la BAAC, à déposer une part importante de leurs réserves de change sur un compte spécial, au Trésor public français. Une part importante. C'est combien? Aujourd'hui, c'est 50%, mais ça a été 65% et même 100% à une époque. En contrepartie, officiellement, la France garantit la convertibilité du CFA. Mais la source n'y croit pas trop à cette contrepartie. Non, elle dénonce ce système. En reprenant l'analogie avec le clearing de l'occupation, elle affirme que ça profite surtout à la France. Comment? Comment la France en profiterait? L'analyse soutient que le Trésor français utiliserait ses fonds africains déposés pour ses propres besoins, pour boucler son budget, pour financer sa propre dette. Ah bon? Il y a des preuves de ça? L'auteur s'appuie sur des citations d'économistes ou de personnalités comme Jean Boissonnat ou Jean-Noël Jeannet qui iraient dans ce sens. Et l'argument de la bonne rémunération de ces dépôts, avancé par Christine Lagarde à l'époque, est qualifié de spécieux, de fallacieux. Et du côté africain, il y a des critiques aussi. Oui, la source reprend des critiques attribuées à Omar Bongo ou Abdoulaye Wade. Ils auraient regretté que ces énormes réserves dorment en France au lieu d'être investies pour développer l'Afrique. Le document ajoute même que les stocks d'or physiques des pays africains seraient aussi déposés en France dans ce cadre. D'accord. Troisième pilier du système, selon l'analyse, la libre convertibilité. La France garantit qu'on peut échanger les CFA contre des euros. Ça a l'air bien, non? Eh bien, la source, elle, voit ça comme une tromperie. Une tromperie? Pourquoi? L'argument, c'est que ce serait un prétexte pour maintenir le contrôle français. Parce que, attention, la France peut imprimer des francs CFA, mais elle ne peut pas imprimer des euros. C'est la BCE qui imprime les euros. Donc, la garantie repose sur quoi au final? Je vois le paradoxe. En plus, l'analyse souligne qu'on ne peut même pas échanger directement les CFA d'Afrique de l'Ouest contre ceux d'Afrique centrale. Ce n'est pas si libre que ça. Et puis, est-ce que ça attire vraiment plus les investisseurs étrangers? La source en doute. Ah oui. Oui, elle donne l'exemple de gros contrats signés par la France avec la Chine ou le Maroc, des pays dont les monnaies ne sont pas garanties de la même façon. Donc, l'argument de l'attractivité tiendrait pas tant que ça, selon l'auteur. Donc, pour la source, cette garantie de convertibilité, ce serait surtout un levier de contrôle. C'est exactement ça. La justification pour que la France, et maintenant l'Europe, via l'euro, garde un œil, voire plus, sur les politiques monétaires des banques centrales africaines. La source cite même la convention entre la BAC et la France, qui lierait explicitement la présence française au conseil d'administration à cette garantie. D'accord. Et on arrive au quatrième et dernier principe analysé. La libre transférabilité des capitaux. De quoi s'agit-il? Ça veut dire que les capitaux peuvent circuler librement entre la France et les pays de la zone franc. Pas de contrôle d'échange ou très peu. Alors là, l'analyse du professeur Aboou est très directe. Il décrit ça comme un mécanisme qui organise une hémorragie financière légale. Une hémorragie financière, carrément. Oui, l'idée, c'est que ça permettrait surtout aux entreprises étrangères, notamment françaises, de rapatrier très facilement leurs bénéfices faits en Afrique, hop, retour en France, sans aucune restriction. Et il y a des chiffres là-dessus? Une estimation est citée dans la source, 1500 milliards de francs CFA de bénéfices qui seraient repartis comme ça, entre les années 70 et 90 seulement. C'est considérable. Quelles seraient les conséquences de cette libre transférabilité, toujours d'après le document? Elles seraient multiples et graves. D'abord, une fuite massive de capitaux. Pas seulement les bénéfices des entreprises, mais aussi l'épargne des plus riches, qui peut filer à l'étranger. La source cite même des chiffres de la BCEAO de 1993 sur des billets CFA exportés illégalement aux Suisses, en France. D'accord. Et ensuite? Ensuite, ça rendrait très difficile de constituer une épargne nationale. L'argent qui pourrait être investi sur place s'en va. Du coup, pour financer le développement, les pays seraient obligés de s'endetter à l'extérieur. Ça freinerait aussi les entrepreneurs locaux? Oui, ça empêcherait l'émergence d'une classe d'affaires africaine forte, capable d'investir dans l'économie locale. Et au final, ça faciliterait l'appropriation des ressources naturelles par les capitaux étrangers. Et il y a des citations pour appuyer ça? Oui, plusieurs. Une attribuée à Robert Gallet, un ancien ministre français. Un franc investi en Afrique rapporte 6 FF. Ou des propos de Pompidou, Bongo, Mitterrand, qui iraient tous dans le sens d'une relation déséquilibrée, facilitée par cette liberté de transfert. Bon, on a dressé un tableau quand même très sombre, basé sur cette source.
Problème de souveraineté, mécanisme jugé injuste, conséquences néfastes. Alors, face à ce diagnostic radical, qu'est-ce que le professeur Abou propose comme solution? La solution centrale, elle est tout aussi radicale. Liquider le franc CFA. Purement et simplement. Le supprimer. Oui. Et créer à la place une monnaie africaine unique. La MUA, comme il l'appelle. La source insiste sur le fait que les accords actuels permettent au pays de quitter la zone franc. Un article précis est même cité. Et pourquoi une monnaie unique africaine? Quel est l'objectif? L'objectif premier, c'est la souveraineté. Retrouver cet outil essentiel pour une indépendance économique réelle. L'auteur cite d'ailleurs un long extrait d'un discours de Modibo Keïta, le premier président du Mali, qui allait déjà dans ce sens dans les années 60. L'idée que sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de vraie indépendance. C'est ça. L'analyse reprend aussi les mots de l'économiste camerounais Puemi Tunjang, la dépendance monétaire entraîne toutes les autres dépendances. Et elle note au passage que même des responsables français comme Lagarde ou Sarkozy ont dit que la décision d'appartenir ou non à la zone franc revient aux Africains eux-mêmes. D'accord. Une monnaie unique africaine. Mais sur quoi elle reposerait? Comment serait-elle garantie? Parce que le CFA, lui, est garanti par l'euro, enfin par la France. Justement, la proposition, c'est de ne plus dépendre d'une devise étrangère. Cette MUA serait garantie par la valeur des immenses ressources naturelles du continent africain. Ah oui. Oui, le document inclut même un tableau qui liste les réserves africaines en minerais stratégiques, en terres rares, etc., pour dire voilà sur quoi on peut s'appuyer. Et qui la gérerait, cette monnaie? Ça impliquerait de créer une banque centrale africaine unique, pour en finir avec ce que la source appelle la balkanisation monétaire actuelle, avec toutes ces banques centrales régionales. Et bien sûr, il faudrait des règles de gestion très strictes. Quel genre de règles? Contrôle de l'inflation, limitation de la dette publique, du déficit, et un point clé, l'obligation de transformer sur place les matières premières avant de les exporter. Ne plus exporter juste du brut. Sortir du CFA, créer une monnaie panafricaine. C'est un projet énorme. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont proposées pour accompagner ça? Oui, tout un ensemble de mesures. Par exemple, inscrire dans les constitutions cette obligation de transformer localement les matières premières. Il prend l'exemple du café-cacao en Côte d'Ivoire. Le transformer sur place rapporterait bien plus que d'exporter les fèves brutes. D'autres idées? Oui, il propose un système de bons de travail émis par l'État. Un peu comme une monnaie complémentaire pour financer des projets prioritaires. L'alimentation, le logement, la santé. Sans dépendre des devises étrangères. Et pour le commerce international? Favoriser le troc moderne, des systèmes de compensation bilatéraux, du clearing entre pays africains ou avec d'autres partenaires, et encourager les joint ventures, les partenariats, où l'Afrique garderait une part du contrôle. Et sur le rôle de l'État, les entreprises publiques? Il y a des propositions là-dessous aussi? Oui, elles sont fortes également. La source appelle carrément à rénationaliser les entreprises publiques stratégiques qui ont été privatisées. Rénationaliser. Oui, souvent, selon l'auteur, ces privatisations ont été faites sous la pression d'institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Il justifie ça en s'appuyant sur une résolution de l'ONU de 1962, la résolution 1803, Qui dit quoi? qui affirme la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. Et ça inclut le droit de nationaliser si nécessaire. Et enfin, il encourage à créer de nouvelles sociétés d'État, mais gérées de manière rigoureuse. En disant que même les pays libéraux le font. Exactement. Il cite George W. Bush et Nicolas Sarkozy qui, après la crise de 2008, ont dû intervenir massivement pour sauver des banques ou des entreprises privées. Donc, l'idée que l'État n'a aucun rôle économique serait un mythe selon lui. Bon, alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, de cette analyse du professeur Agbohou qu'on vient d'explorer, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ce document ne voit pas du tout le franc CFA comme un simple outil technique neutre. Non, c'est clair. Il le voit comme un système hérité, avec des origines très controversées selon l'auteur. Voilà. Un système qui, dans sa lecture, maintiendrait une forme de dépendance et serait un obstacle majeur au développement africain. L'idée forte, c'est que les mécanismes même de la zone franc seraient conçus pour profiter d'abord à l'extérieur et notamment à la France. C'est ça. La perspective présentée ici, c'est vraiment celle d'un système politique asymétrique. Et du coup, les solutions proposées sont à la hauteur de la critique. Une rupture nette. Oui, une rupture totale avec le système actuel, pour affirmer une souveraineté monétaire complète, vue comme la condition indispensable pour une vraie indépendance économique et un développement autocentré.
Et il faut absolument redire, comme on l'a fait plusieurs fois, que l'interprétation historique, notamment ce parallèle avec les pratiques nazies, c'est vraiment propre à cette source. C'est un point de vue spécifique et très fort. Oui, c'est crucial de le garder en tête. Mais au-delà de ce point précis, ce qui ressort de cette analyse, c'est l'affirmation que la monnaie, ce n'est jamais neutre. C'est éminemment politique et stratégique. Que les choix monétaires, qu'ils soient subis ou choisis, conditionnent en profondeur la trajectoire économique et l'autonomie des pays. On est vraiment face à une remise en cause radicale d'un système qui dure depuis longtemps. Qui interroge ses fondements, son fonctionnement, ses objectifs. Tout à fait. Cette analyse, qu'on partage ses conclusions ou pas, elle force au moins à réfléchir au poids réel, politique et stratégique de ces arrangements monétaires. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Une question qui dépasse un peu ce que la source détaille. Si on admettait, juste pour l'exercice, la pertinence de cette critique, quels seraient les défis concrets, les étapes précises, les risques aussi, et peut-être les conséquences imprévues, si on décidait de démanteler une union monétaire aussi ancienne, aussi imbriquée dans les économies, dans les relations internationales? Oui. Passer de la critique, même si elle semble fondée à certains égards, à la construction d'une alternative viable comme une monnaie unique africaine, ça soulève d'énormes questions pratiques, politiques, techniques. Absolument. De quoi continuer à creuser le sujet, assurément. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration des arguments du professeur Agbohou sur le franc CFA. Merci à vous.